Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Viola Borealis. Moi c'est Marina et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très cosy, traditionnel, réconfortant. Et on va parler ici d'artisanat, de sport, de musique, des choses de la vie quoi. Donc, je prends un beau petit café d'après-midi, vais-je le regretter plus tard? Bien sûr! Mais sinon, c'est dans une magnifique tasse Fika, Atelier Fika, coloris beurre. Mais c'est quoi cette folie pour cette couleur beurre qu'on voit partout? Ça me rend extrêmement heureuse parce que du beurre, c'est comme, ben oui, tout le temps plus de beurre, s'il vous plaît. Et la forme est cute aussi, c'est comme en forme de fleur. Je vais pas vous renverser mon café par-dessus juste pour l'utilité de ce podcast. Mais j'adore aussi les tasses qu'on peut prendre. Je pense qu'on appelle ça un hug mug en anglais. Bref, ce n'est pas un podcast de tasses, mais des fois, on dirait. Je porte un petit projet terminé, tout sneaky. Est-ce que vous l'aviez vu? Hmm. Vous l'aviez vu parce que lors de mon dernier épisode, je vous l'ai flashé pendant que mes enfants rentraient dans la maison. Puis là, je vous ai pas expliqué c'est quoi. Donc, c'est de toute évidence un Sophie Scarf, mais en laine estivale. Donc, c'est un mélange avec du lin. Déjà, donc, j'avais même plus de place sur ma carte mémoire. Donc, déjà, on voit que ça va être très chaotique cet épisode. Ça me fait plaisir de vous présenter mon beau petit Rikiki Turo Mimi Sophie Scarf. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, sauf que on apprécie le squishiness du point mousse et que ça soit un petit accessoire comme ça pour nous tenir au chaud, mais pas trop. Dans cette mi-saison, mais donc bizarre, est-ce qu'on peut avoir un printemps qui a de l'allure? Alors, j'ai adoré cette laine. C'est un fil qui est composé de lin, de coton et de viscose. Donc, c'est le petit lustré que vous voyez, là, c'est exactement ça. Je trouve que le coton aussi ajoute un aspect plus sèche. Et le lin aussi vient comme bien drapé. Donc, je trouve que pour un accessoire, en fait, c'est la laine parfaite. Si vous voulez utiliser ce fil aussi pour un top d'été, mais sachez que ça va bien draper, ça va être luisant, ça va être à la fois réconfortant et pas trop chaud. Donc, je suis très contente. Dans la température actuelle de ma maison, je suis très contente d'avoir ça sur moi. C'est mon seul objet laineux aujourd'hui, mais vraiment top notch. Je suis très contente. Et je l'ai fini il y a environ 3 semaines, mais j'ai eu la flemme, comme on dit, de rentrer les fils parce que je trouvais simplement pas mon aiguille dans ma maison. Donc, elle était ici, sur le bord de la cheminée, juste en haut, là, à côté de l'œuvre d'art, qui est en fait une pizza au fromage. Ouais, ça s'appelle Cheese Pizza. Donc, il fallait absolument que je l'achète quand je l'ai vue, cette magnifique aquarelle de Cheese Pizza. Donc, l'aiguille à tricoter, à rentrer les fils, était là pendant 3 semaines et je la trouvais pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai rentré les fils par la même occasion de filmer. Donc, merci pour cette motivation de trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est mon seul objet terminé. Mais il y a un plot twist quand même. Hein? C'est que, regardez cette belle petite chose! C'est le Festive Yoke de... Ai-je eu une lobotomie ou quoi? Festive Yoke... Une tricoteuse scandinave? Mon Dieu, Seigneur, ça va pas. Je suis obligée de regarder sur Ravelry ou quoi? Voici mon Festive Yoke de Skein Deer Knits. En Utiden de Honor Rocker. C'est beau, là, c'est sans bon sens.
Regardez les petits motifs de flocons, sapin, flocons... orignaux? Reine? Ah oui, reine, flocon et cerf avec des belles côtes. Là, ça a l'air twisté, là, mais c'est juste parce qu'il était tout bizarre dans mon sac. Donc, l'heure de vérité, il me fait parfaitement. Très ajusté, c'est l'aisance préconisée dans le patron, mais il va aussi très bien faire à Lucien. Lucien, là, il est tellement comme fort et costaud et développé pour son âge. Pour vous donner une idée, il met mes bas qui ont un peu rapetissé, comme au lavage, qui sont un petit peu feutrés, mais comme mini. Ces bas-là lui fait maintenant. Et j'ai acheté des Air Jordan sur Poshmark. Et puis, genre, les souliers me font. Et les souliers lui font. Donc, on est à cette étape un peu étrange que moi et Lucien allons partager quelques items de notre garde-robe. Donc ça va être notre chandail conjoint de Noël. Je trouve que c'est juste des bonnes nouvelles. Là, j'étais tellement habitée par une force plus grande que nature de terminer ce chandail en plein printemps. Faut pas essayer de trouver une logique dans tout ça, là. J'étais tellement convaincue que j'allais le terminer. Et puis, bien sûr, tous mes câbles de mini-circulaire étaient éclatés. Donc là, ils sont tous brisés. Je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Et puis là, j'ai dû recommander des mini-circulaires, juste les câbles, dans le fond. Donc là, je suis sûre que vous allez me dire, mais c'est garanti à vie, tu peux avoir un remboursement. Comment je fais, OK? Comment je fais pour dire... comment que ça s'appelle? C'est-tu Haya ou Chiago? Ouais, Chiago, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. C'est ça que je dis, j'écris à qui? Genre, Dear CEO de Chiago. Éduquez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est le genre de tâches que je vais faire dans 3 à 4 mois ouvrables. Donc, c'est ça. Ça va être très bas sur ma liste de choses à faire, mais ça peut être un bel investissement de mon temps pour recevoir quelques bidous par la poste. Pourquoi pas? Donc, ce chandail festif de Noël en plein printemps, j'ai rien d'autre à dire. Mais ce que j'ai d'autre à dire, là, c'est que je suis en train vraiment de trouver une palette de couleurs qui me va bien. Parce que moi, je pensais que ces couleurs-là, là, ça m'allait pas du tout. Mais j'ai un petit teint olive. Et donc, méditerranéen, peut-être. Et puis le vert, forêt, me va bien. Ça, c'est nouveau, là, dans ma vie. C'est... le bleu, ça a toujours fait partie de ma garde-robe. Les mauves, les couleurs comme de pierres précieuses, je pense. Tu sais, les couleurs, ou des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Mais là, j'ai jamais vraiment pensé qu'un vert comme ça, puis un gris verdâtre allait bien m'aller. C'est quand même... c'est très surprenant. Donc, c'est ça. Je vis ma best life à trouver des couleurs qui me vont bien. C'est agréable et c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Mais là, c'est parce qu'il faut que je vous explique ce vert qui s'en vient de mon magnifique clair de lune de Paul TB. Donc là, ça ressemble à une couverture, mais c'est un cardigan qui est en premier lieu tricoté en panneau qu'on vient joindre. Et ben là, je vais pas tout vous expliquer la construction du patron. Vous achèterez le beau magazine qui est édité par Purlaine. Je pense que ça s'appelle Fibre. Et puis, c'est la première fois que je tricote la Gilliatt de Dererum Natura. C'est le coloris cèdre. Donc, on voit vraiment une palette de couleurs s'installer depuis le temps des fêtes. Mais c'est pas vrai, parce que Viola Borealis, c'est aussi le mariage de la musique et de la nature. Et j'avais tricoté un gros chandail, le Novice Chunky de Petite Knit dans une base là, qui n'existe plus des arts textiles du Témiscouata, qui était un gros fil single, bulky, magnifique. C'était vraiment un vert profond, boréal aussi.
Et puis, c'est un de mes chandails les plus portés, puis que je me sens vraiment moi-même dedans. Donc là, je pense que ce cardigan va être tellement le fun au printemps, en été. Je me vois le porter dans Charlevoix, donc avec tous ces magnifiques conifères qui vont bien s'agencer avec ça. J'adore la laine. Elle est très désaturée, je vous dirais. Là. Il y a quand même... tu sais, on voit la fibre qui est blanche des petits moutons. C'est un mérino biologique, si je ne m'abuse. Et le retors est assez relax. Donc ça, moi, j'aime bien les retors relax quand même. Très squish, très rebondissant. Vraiment aucunement piquant, mais la laine, elle a un petit aspect crunchy, genre. Je pense qu'on appelle ça le crimp dans le filage. Donc, c'est vraiment le fun comme mix parce que c'est une laine à la fois rustique et à la fois douce. Et je l'avais acheté pendant le temps des fêtes parce qu'il y avait eu une vente chez Knitting Loft. Et depuis, Knitting Loft est devenu un de mes magasins préférés. Malheureusement pour mes finances. Donc, côté tricot, là, c'est pas mal ça, je vais vous dire. Parce qu'on se rappelle que j'avais commencé ce cardigan dans de la Fiber Tales et de la Nutiden. J'étais vraiment pas sur l'échantillon. Ah oui, puis, drôle de chose que j'ai fait un échantillon, je l'ai bloqué, je l'ai pas mesuré. Puis je suis partie avec d'autres, avec les aiguilles préconisées par le patron et cette laine qui est au moins une laine de calibre worsted. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau et mes décisions ces temps-ci, là. C'est assez hallucinant vivre une journée dans mon cerveau et dans mon petit cœur. C'est assez entertaining. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que ça m'a pris quelques semaines avant de revenir. C'est que là, j'ai terminé mes tests en neuropsy. Donc, j'attends mon diagnostic, bien que j'ai quand même une bonne idée de quoi ça va avoir de l'air. Et puis, ça a été quand même une expérience assez enivrante. Je me suis sentie à la fois comme très stimulée par les tests. Surtout là, les tests de mémoire, les tests plus de langage. Ça, c'est... Par exemple, dans un des tests, il faut retenir une liste de... Il y a des mix d'animaux, il y a des objets de la maison et de la nourriture. Puis là, il n'y a pas trop d'ordre. Fait que, par exemple, ça peut être écureuil, armoire, céleri, divan, girafe, bateau et bureau. Donc, tu sais, c'est tout pêle-mêle comme ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment les mots qui étaient dans la freaking list que là, j'arrête pas de me rappeler dans ma tête, ça m'énerve. Et là, elle demande plusieurs fois, là, le neuropsy demande plusieurs fois de répéter la liste avec le plus d'items possible. Et après quelques fois d'avoir dit la liste, moi, à chaque fois, je m'en souvenais de plusieurs éléments de plus que j'avais la fois précédente. Donc ça m'a surpris parce que je pensais que j'allais m'en souvenir de moins à chaque fois. Et puis là, on apprend une nouvelle liste. Et puis là, revirement de situation, on revient à la liste 1. Cette fameuse liste 1. Puis là, bien sûr, genre à ma deuxième rendez-vous, je me suis assise dans la chaise et puis j'ai juste dit la liste 1 des éléments. Puis là, la neuropsy, je pense qu'elle était comme « Oh mon Dieu, on a tout qu'un cas dans notre bureau aujourd'hui, à nous autres. » Donc, parce que je me sens extrêmement stimulée cognitivement, ça fait que je me referme un peu sur moi-même pour protéger mon énergie. Parce que c'était quand même la fin de session. Là, il y a mon 4e album qui s'en vient. Et j'ai eu aussi mes premières courses à vélo. Donc, j'ai eu beaucoup de surstimulation en plus dans mes hobbies, dans ma job et dans ma recherche. Donc, ça a été comme extrêmement chargé, mais vraiment agréable aussi parce que j'ai pris du temps pour bien me reposer entre chaque chose. Donc,
Une belle expérience. Tu sais, j'ai aucun résultat encore, mais je suis déjà contente d'avoir pris ce temps-là puis d'avoir mis des ressources disponibles pour ça. Il y a une partie du processus qui est couverte par mon université, mais pas tout. Donc, il y a une partie quand même qu'il faut que je débourse. Juste de m'apercevoir que vous voyez quelque chose. Ah non, c'est correct. Donc, c'est ça, il y a une partie que moi, je dois quand même défrayer. Donc, c'est un investissement que j'ai choisi de faire pour ma découverte personnelle, pour mieux me comprendre et pour mieux me gérer. Donc, j'ai pas énormément tricoté parce que quand j'avais du temps de repos, je me reposais, mais vraiment, là, vraiment juste rien faire. Rien faire, être avec mes enfants, faire un peu de ménage, tu sais, des choses là. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que mon projet en ce moment, c'est du point mousse. Puis que là, je suis dans une mer de point mousse pendant des pouces et ça me dérange pas, parce que c'est juste ça que je pourrais tricoter, de toute façon, en ce moment. Et filer. Donc, filer, ça va bien. Je peux vous montrer quelques projets et vous annoncer une nouvelle collaboration. Donc, ça, c'est vraiment très... ça me fait très chaud au cœur, tout ça. Donc, voici un magnifique fil que je pense pas vous avoir montré. Si jamais je vous l'ai déjà montré, mes excuses. c'est un fil que j'avais commencé à Vancouver, mais un autre. Je vous en avais parlé d'un autre fil que j'avais commencé à Vancouver de Rose Gold Fibers, qui était devenu un bonnet. Je sais pas si vous en souvenez, un bonnet colère. Mais là, ça, c'était un nuage de fibres, un gros mélange, là, beaucoup de soie, je pense du mouton islandais, le noir, puis c'est ça, plein de belles choses. Et puis, j'ai comme 3 énormes nuages de laine comme ça, que j'aimerais faire une laine qui a 3 brins de 3 battes différents. Puis pour en faire une quantité chandail. Probablement une quantité chandail à jacquard. Donc, jacquard. Voici le club hivernal de Urso. La plus belle chose qui s'est passée à l'hiver 2025, on va s'en souvenir. Je pense que c'est des pas sur la neige et un coloris que j'avais complètement déformé son nom la dernière fois. Je vous le marquerai dans les notes. Donc, moi, je trouve que, surtout avec la lumière qui rentre bien dans ce petit espace de ma maison, ça serait très beau tout ensemble. C'est sûr qu'il n'y aura pas énormément de contraste entre ces deux-là. Wouh! Mais peut-être ça comme couleur principale. Ensuite, un jacquard quelconque et petit motif intégré dans ce jacquard, peut-être. Vous me suivez? Donc, jacquard ces deux-là ensemble, couleur principale ici. Et puis, je ne vais pas tout de suite faire les retords. Je vais probablement comme les bobiner parce que je voudrais faire un 2 brins. J'ai pas essayé de filer extrêmement fin, là. Puis je pense que si je fais un Navajo, un pli Navajo, je pense que ça va être comme un worsted. J'aimerais mieux avoir un sport digué. Donc, pour cette raison, je pense faire un 2 brins. Donc, je vais tout simplement bobiner en temps et lieu. Là, quand j'aurai plus de bobines, genre bientôt, je vais les bobiner. Puis, quand que je vais tout avoir terminé les clubs de saison de Urso, là, je vais comme les retourner. Je pense. Est-ce que je vais changer d'idée 150 fois? Oui, possiblement. Ça me semble en fait une très mauvaise idée de juste les bobiner puis de les laisser là pourrir dans un coin parce que ça va tout s'entremêler. Bientôt, c'est parce que là j'ai comme une nouvelle à vous annoncer, donc vous allez comprendre tantôt pourquoi que ça presse pas. Et de toute façon, je veux attendre de voir les autres coloris du club saison pour voir
quoi j'agence avec quoi. Donc, c'est pas pressant. Probablement que ça va être des 2 brins. Et puis, à suivre. Mais juste de la beauté et juste des bonnes sensations pendant le processus de création. On va y aller direct avec la nouvelle collaboration. Pardonnez-moi, là, je fais un unboxing live. Donc, voici les magnifiques brebis. Des brebis du Beau Rivage. Ça, c'est leur logo. Donc, regardez ces merveilles qui me proviennent directement d'Audrey et d'Olivier, des brebis du Beau Rivage, à Lévis, au Québec. Leur entreprise est vraiment touchante parce qu'en 2017, je crois que c'est l'année où est-ce qu'ils ont eu pour la première fois des petits agneaux. Et ils valorisent depuis ce temps des produits dérivés de ces magnifiques animaux. Donc, je pense que sur leur site internet, vous pouvez découvrir une panoplie de produits, dont des produits laineux déjà tricotés, les plus belles couvertures que j'ai jamais vues de ma vie, de la fibre, de la laine. Je pense qu'ils ont déjà eu des bas, ils ont des aliments aussi. Donc, c'est vraiment une entreprise de chez nous comme nulle autre. Ils ont une vision complètement unique et une mission complètement hors pair. Et là, me voici en train de filer la laine de mon premier chandail, entièrement tricoté de cette fibre. Donc là, c'est un mélange avec lin et East Frisian, je crois. Ça, là, ça me fait un peu penser à la laine à la fibre de mouton polaire que j'ai reçue. Donc, voici la frisonne des champs. Donc, c'est leur mélange avec laine. C'est 70% laine de brebis East Frisian Wool et 30% de lin canadien. Wow! Ce rouge est parfait. Ce bleu est vraiment dans ma palette et dans ma zone de confort. Ouf, ce bleu-là, c'est sans bon sens. Et puis ça, ben regardez, c'est la couleur principale. Donc, voici mon chandail. Là, j'avais comme fantasme de faire un chandail en jacquard de Caitlin Hunter avec des poissons. Mais là, peut-être que je vais aller racheter un peu plus de ce bleu-là et faire un accessoire avec ça. Dans le fond, ça et ça, accessoire. Et puis, ça, chandail. C'est vraiment ce que... Mais ça se peut aussi que je fasse un chandail de type plus norvégien, traditionnel. Ça, là, mes amis, c'est quand que je vais filer ces merveilles. Je vais le savoir. Ça va devenir quoi? Donc, merci à Audrey et Olivier de votre confiance. C'est un projet... Je vais faire une série de vidéos qui va être là cet été. Donc, c'est vraiment pas un projet qui va être fait dans la hâte. Je pense que vous avez vu sur ma chaîne que on a un rythme très lent de confection. Et moi, je valorise ça parce que dans le passé, je me suis sentie, et puis ça, c'était de la pression que moi-même, je me mettais sur moi, là. Je sentais que je devais produire
plusieurs morceaux par mois pour convenir à des standards YouTube de podcast tricot. Donc, maintenant que cette chaîne est pluridisciplinaire, je ne me mets plus cette pression de confectionner plusieurs choses pour avoir du contenu à présenter. Ça va contre mes valeurs et j'ai simplement trop d'intérêt pour faire ça. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire autres que je suis sans mots? C'est ça. Vraiment, là, c'est des trésors. La couleur, c'est tellement vif. Ce bleu, ça me renverse complètement. Ouais. C'est un gros oui. Donc, j'ai hâte de commencer cette série avec vous. Donc, aujourd'hui, on considère que c'est l'annonce de la collaboration. Et tout bientôt, là, ça va être sur mon rouet. Je vais probablement commencer par la couleur principale. Ou par le bleu. Ouais, je pourrais commencer par le bleu parce que c'est une plus petite quantité. Puis là, je pourrais tout de suite comme le retordre. J'espère faire un Navarro, ça simplifierait beaucoup ma vie. Donc si ça se file fin, là, naturellement, là, je vais faire un 3 brins, puis je vais être donc bien contente. Ouais. Tout ça, là, moi, c'est vraiment basé sur l'intuition. J'ai plein de livres que j'ai lus sur la fibre, le filage, mais je vais vous dire que même si j'emmagasinais plein de connaissances, mon corps fait autre chose que ce que mon cerveau comprend. On a tous un filage comme par défaut. Et puis, ben, c'est comme peut-être l'équivalent de tricoter en jersey ou tricoter en point mousse, dépendamment de si on est à plat ou en rond, mais c'est juste une zone de méditation, une zone qu'on n'a pas besoin de forcer les choses. Donc, c'est sûr que mon spin de défaut, donc mon filage par défaut, la grosseur du fil va changer selon les fibres. Parce que ma tension, mon rythme change avec les différentes fibres. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on file toujours de la même façon, ça donne toujours un résultat différent. Donc, voilà pour cette annonce. Maintenant, là, ça, c'est une partie très excitante que je vais vous parler. Je vais faire un petit retour sur mon fameux camp d'entraînement et ma première course sur route, en vélo. Donc, je vous ai parlé que je faisais partie de l'équipe Scuderia Le Seltzer. On a été dans l'Estrie. On est allé en Estrie pour notre premier camp d'entraînement en équipe. Donc, le vendredi matin, je suis allée chercher mon amie et ma collègue, ma coéquipière, Maude. Et on a mis les vélos sur l'auto, nos bagages. J'avais fait deux pâtes à pizza au sourdough qui ont été dévorées très, très rapidement après la première journée. Mais bref, on a pris la route. On est parti assez tôt parce que le premier entraînement commençait à 10 heures. Un entraînement de 2 heures qui se voulait être en zone endurance. Sauf que là, nous, on était quelques femmes, donc on était 3 femmes pour cet entraînement-là, avec la plupart des hommes de l'équipe masculine. Donc, leur zone 2 n'est pas notre zone 2. Sauf que eux, ils étaient quand même en mode plaisir, puis là, nous, au début, tu sais, quand on commence, t'es quand même un peu stressé parce que t'as de l'adrénaline, là, c'est, tu sais, des nouveaux coéquipiers, on roule en peloton, donc on est très, très, très serré sur la route, puis là, tu sais, comme, tous tes sens sont aiguisés, là, fois 1000. Puis là, à un moment donné, on regarde comme, parce que moi, j'ai une bande qui enregistre comme mon rythme cardiaque que je vois ensuite sur un petit ordinateur que j'ai sur mon vélo. Puis là, je vois que je ne suis pas en zone 2. Donc, c'était vraiment c'était super agréable, par contre, parce que, tu sais, on n'avait pas encore de fatigue accumulée. Ça commençait, le week-end de 3 jours.
Mais c'était très... J'ai juste le mot en anglais qui me vient en tête, là, mais exhilarating. Là, tu sais, c'était comme effervescent comme sensation. Là, tu sais, tout le monde est content. Premier entraînement, on va un peu trop vite. On brûle les cartouches trop vite. Et puis là, ben, on arrive... après les 2 heures complétées, on arrive à notre chalet, parce qu'on pouvait pas prendre possession du chalet avant. C'était un Airbnb qui était... j'allais dire qu'il était possédé par une sœur. Donc, c'était une sœur qui était une religieuse qui était la propriétaire. Puis c'était des genres de dortoirs très années 70. J'ai pris aucune photo, aucune vidéo. Puis ça, je blâme mon coéquipier Alexis, qui est photographe dans la vie et vidéaste. C'est un photographe de mariage, donc il est vraiment capable de faire de la belle image et de la belle vidéo. Mais monsieur a attrapé un petit virus à l'estomac et donc n'est pas venu. Donc moi, j'avais rien amené de ma caméra. Je m'étais dit, Alexis va s'en charger, mais non. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'images, mais ça... Au final, je suis contente parce que ça m'a vraiment comme invité à être dans le moment présent puis à pas essayer de capter quoi que ce soit, là, juste de me concentrer sur l'entraînement, repos, manger, dodo. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Et team bonding aussi avec mes coéquipiers. Donc là, on a pris possession de ce beau petit chalet. Moi et Maude, on a décidé qu'on allait co-chambrer dans des tout petits lits de camp, quand même assez confortables, mais c'était très rudimentaire. Là, c'est ça. On est là pour être dehors, on n'est pas là pour être en dedans. Type de situation non de luxe. Mais des fois, je trouve que pour, justement, l'entraînement, ça aide si à l'intérieur, c'est pas si confortable. Parce que tu veux juste aller dehors puis pas trop revenir en dedans. Mais sauf qu'il faisait des froids de canard, là, mais je pense que la plus belle température qu'on a eue, c'était genre 5 nuageux. C'était 5 degrés nuageux avec possibilité d'orage. C'était vraiment pas une belle température comme un camp d'entraînement en Espagne pourrait avoir, par exemple. Mais bon, on a fait beaucoup de volume, ça valait la peine. On a dîné, la plupart des gens, on avait comme apporté notre lunch pour comme être très efficace. Et en après-midi, on avait un test. On avait un test de 5 minutes. Donc, il fallait comme faire un réchauffement. Et puis là, il fallait monter une côte et tester quel était notre effort maximal sur 5 minutes. Et il fallait non seulement le faire une fois, mais avec un peu de récupération, il fallait être capable de refaire le même exercice une deuxième fois et essayer autant que possible d'avoir la même cible de puissance. Donc, ça a été quand même intense, mais ça a été une bonne première journée pour moi. J'ai eu un record personnel, puis ça, on essaie de pas se comparer aux autres dans ces situations-là, de vraiment juste, moi, qu'est-ce que j'ai fait avant, comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je suis capable d'aller au-delà de ça, puis de rester beaucoup dans le ressenti plutôt que de regarder les chiffres, parce que, tu sais, moi, je fais ça parce que j'adore être dehors, j'adore rouler, et si, en plus, je sens que je m'améliore, ben là, ça, c'est vraiment comme la cerise sur le sundae, mais c'est pas l'objectif principal, tu sais. Donc, c'était le fun de me sentir bien, de me sentir en confiance, de pouvoir comme me pousser, puis d'avoir des records personnels en plus, tant mieux, tu sais. Encore une fois, si j'avais pas eu un record personnel, je serais pas allée pleurer, là. Mais j'ai pleuré plus tard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une nuit... non, attends. Là, on a fait les pizzas. Parce que j'ai un coéquipier, Giulio, qui est italien. Et lui avait préparé des pâtes à pizza plus traditionnelles. Et moi, j'avais apporté des sourdough. Par traditionnel, je veux dire farine blanche. Là. Et puis, je pense qu'on a fait 12 pizzas. C'était essentiellement une pizza par personne. Puis lui, là, il y avait des toppings différents pour chacune des pizzas. Des options véganes, des options végétariennes, des options avec viande. C'était vraiment inclusif de beaucoup de gens. Et ils étaient toutes bonnes. Fait que ça a été une belle façon de juste faire les pizzas ensemble, puis
Après ça, ben, ceux qui n'ont pas fait la cuisine font la vaisselle. Donc, après ça, ben, moi, j'ai pu me reposer. Puis, je me suis couchée quand même assez tôt, mais j'ai très mal dormi. Très mal dormi parce que, je sais pas, j'étais pas chez nous. Puis, je pense que je suis rendue à l'âge, tu sais, je suis pas mal la plus vieille de mon équipe. Ouais, je suis la plus vieille féminine. Je suis la plus vieille de l'équipe féminine, ça, c'est sûr, de loin. Puis au niveau des hommes, ben il y a un qui est plus vieux que moi, mais lui, il fait pas les courses. C'est le team dad un peu, là, qui lui a beaucoup d'expérience de course dans le passé. Il fait des entraînements avec nous. Puis il est là vraiment comme support moral et nous aider avec les stratégies de course. Donc George est venu nous rejoindre la deuxième journée avec notre coach Nick et une de mes entraîneuses en musculation. Donc là, le matin, qu'est-ce qu'on a fait? On avait une ride de 1 heure et puis là, c'était quand même de la sauce parce que le coach qui était là, il était dans une auto et il nous suivait. Et on avait 2 drills, donc 2 techniques à faire. Une était que un paceline, là, c'est dans le fond un cycliste, un autre cycliste, un autre cycliste à la queue leu-leu. Okay? Puis ça, ben, c'est très pratique parce qu'on se coupe du vent. Et puis, on peut faire des relais. Je l'avais expliqué la dernière fois. Donc, la dernière personne du paceline, lorsqu'elle reçoit un petit klaxon, doit faire un sprint le plus rapidement possible. Donc, c'est un effort maximal sur environ 20 à 30 secondes. Okay, we're gonna go over the crest. Let's go. Yeah. That's good. That was really good. Snappy. Snapshot it. And oh, now she got the hard part though. Okay. Donc là, c'est ça qu'on a fait. Puis ben on se faisait un relais de ça. Donc d'habitude le relais se fait de la personne d'en avant puis le va en arrière, mais là c'était, tu entends le klaxon et la personne en arrière fait un échappé. Comme on voit là à la télé, là, au Tour de France, là, personne fait un échappé pour essayer d'arriver à la ligne d'arrivée en premier. Mais là, qu'est-ce qui est particulier, c'est dans un contexte de course, bon, les autres te suivent. Là, l'exercice, c'était vraiment juste de pratiquer l'échappée, de s'éloigner du peloton le plus rapidement possible, et puis de se rattacher au peloton, et puis là, l'autre personne. Fait que ça faisait comme un relais inverse. Mais, donc ça, c'était quand même stressant, parce que quand on fait une course, habituellement, il y a la municipalité qui bloque des routes, il y a des cônes oranges, il y a des gens qui patrouillent en moto, il y a des policiers, quand même, c'est sécuritaire. Ben, c'est sécuritaire, on va repasser, là. Mais là, on a notre coach en arrière avec l'auto, puis là, il nous klaxonne quand lui, il voit qu'il n'y a pas d'autres autos en sens inverse qui arrivent, c'est sûr que il y a des faibles risques qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais il y a quand même des risques. Et ça faisait beaucoup d'informations aussi, là, moi, c'était des techniques que j'avais jamais faites avant. Moi, les autres expériences que j'ai eues en cyclisme dans des clubs, c'était vraiment la sécurité avant tout. C'était des rythmes de croisière, plus, là, comme on roule longtemps, on roule lentement, enjoy the view, on s'arrête pour un café, on prend une petite selfie au top de la montagne et on redescend mais pas trop vite. C'était vraiment ça. Ça s'appelle des coffee rides un peu. Là, c'est pour l'aspect sociable. Mais tu peux faire du 3-4 heures, un 100 km avec une belle gang, puis te pousser quand même au niveau de la distance, au niveau des heures en action. Là, c'est quand même, je veux vraiment pas minimiser ça. Là, j'ai adoré faire ça. Puis pour moi, c'était ça, le cyclisme que je connaissais. C'était pas genre quelqu'un dans le char qui klaxonne, puis là, il faut que tu partes en fou. Puis c'est sûr aussi que, à un moment donné, on s'est fait arrêter par une police là, qui trouvait qu'on prenait trop de large sur la route. On sentait qu'on dérangeait beaucoup le village. On se faisait comme suivre par des automobilistes enragés. Fait que ça, j'ai pas trop aimé cette partie du training camp. On s'est fait aussi faire quelqu'un qui nous a fait un 3e doigt, ou on s'est fait beaucoup klaxonner par des grosses voitures, parce qu'on était un grand groupe. Malgré qu'on prenait pas beaucoup de place, on était un grand groupe et les gens, au début mars, ils sont pas encore
sensibiliser au fait qu'il y a des vélos qui ont aussi le droit d'être sur la route avec les autos. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on faisait, c'était respectueux, mais n'empêche qu'on sentait qu'on dérangeait. Donc ça, c'était les drills. Ben là, je vous en ai dit un. L'autre truc technique, ça, c'était encore plus intense, c'est que, donc, on était encore à la queue leu, on recevait un petit coup de klaxon, et l'avant-dernière personne du peloton devait comme partir en échappée, et la dernière personne devait essayer de l'attraper. Donc, moi, j'étais souvent avec Maude parce qu'on a environ la même force. Je dois dire qu'on a environ la même force sur les vélos intérieurs, donc on a environ le même poids et on produit une puissance qui est similaire. Par contre, elle a beaucoup plus d'expérience sur route. Donc, moi, c'est comme si j'ai pas encore trouvé. Puis là, on est tellement tôt dans la saison, c'est parfaitement normal. Mais j'ai pas encore réussi à traduire ma fitness intérieure à l'extérieur. Quand que ça va vraiment vite sur un vélo intérieur, il n'y a aucun danger. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de danger. Par contre, dans les nids de poules, dans les trous, quand il y a des autos qui nous klaxonnent, quand il y a des gens qui nous font troisième doigt, le doigt d'honneur, j'ai pas le goût de me défoncer, là, j'ai pas le goût d'aller vite, puis je sais que je suis la seule musicienne professionnelle dans notre groupe. Il y a 2 personnes qui ont déjà fait de la musique de très haut niveau, mais que là, ils n'en font plus. Donc, moi, mon métier, quand même, dépend à ce que je puisse utiliser mes mains et mes bras. Donc, je trippe pas tant d'aller hyper vite encore. Je me sens pas encore extrêmement confortable. Puis ça, je vous le dis juste parce que je trouve que c'est important à mentionner. Là. Je vis avec cette réalité-là que dans le moment, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur d'aller vite. Ben, vite. Tu sais, vite, c'est relatif aussi, là, mais dès que ça dépasse le 30 km/h, je me sens... Surtout à 33, là, je trouve que ça va vite. Mais là, je vous parle pas des descentes. Là. Sur le plat, quand il y a plein de monde alentour de moi sur des vélos puis qu'il y a des trous partout, je trippe pas de rouler à 33 km/h. Donc, ça, j'ai découvert ma zone de confort et ma zone de non-confort. Et puis, ensuite, ce qu'on a fait, là, on est retourné dîner. Puis ça avait été un court entraînement, mais très épuisant émotivement et cérébralement, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Je vais mettre une petite vidéo là, de notre coach qui explique toutes les instructions, puis je suis complètement pétrifiée. Genre, tout le monde a l'air comme chill, puis les gars, ils écoutent les consignes, les autres filles sont comme ça, puis moi, genre, je suis comme... J'écoute, puis j'ai les yeux sortis de la tête, puis je suis comme, mais comment est-ce qu'on va faire ça? J'avais vraiment peur. You want to let them go. So you're just going to keep riding your regular pace. So it's not like CGV if someone like swings an attack and you're immediately like on it. Just let the gap open. You want like and then once you get like 20 seconds up the road approximately, you're just going to settle down about the same pace as the pace line. So for that drill to work, we can't be hammering in the pace line. So maybe you roll at like 30. Mais je l'ai faite. Je l'ai faite à ma façon, je l'ai faite à la vitesse que j'étais capable d'aller, puis avec mes restrictions et ma vie. Puis, donc c'est ça, on est retourné dîner, on avait un petit peu de restant de pizza. Donc ça a été bien apprécié. Et là, il s'est mis à pleuvoir, mais sans bon sens. C'est vraiment... Et puis là, on avait une sortie de 2 heures à faire. Sauf que là, eux, quand ils partent, là, en tant que groupe, là, ils partent vite. Et puis, moi, j'ai besoin d'un moment pour me réchauffer. Tu sais, j'ai besoin de 15 minutes qu'il faut que j'aille en zone 1, en zone 2, avant de comme monter des côtes agressivement. Tu sais, j'ai besoin de me... Puis eux, c'est des petites jeunesses. Fait qu'ils n'ont pas besoin. Fait que quand j'ai vu que pour moi, c'était difficile de m'accrocher comme au peloton, puis qu'il commençait à pleuvoir, parce que quand il pleut, il faut rouler plus tranquillement parce que ça glisse.
surtout sur les lignes de peinture, là, sur l'asphalte. Quand on roule là-dessus, là, ça peut vraiment glisser, puis on peut tomber. Donc, moi, quand j'ai vu que j'avais de la misère à m'accrocher au peloton, j'ai juste fait signe comme je drop de cette ride et je m'en vais en sens inverse. Et je vais aller lentement parce que moi, c'était la première fois que je roulais dehors à vie avec une si grosse pluie. Normalement, à cause de ma carrière, lorsqu'il pleut, automatiquement, je fais mon entraînement à l'intérieur. Automatiquement. Et s'il y avait une course, comme un événement, et que cette journée-là, il pleuvait, ben, même si j'ai payé, je n'y vais pas. Moi, c'est un non négociable. Sauf que je me suis dit, j'ai un week-end à travailler mes forces et mes faiblesses. Est-ce que je me sens à l'aise de rouler toute seule? Oui. Je vais diminuer le volume, donc je vais sortir moins longtemps. Je vais aller à ma vitesse. Quand ça ne me tente plus, je reviens. Donc, je fais pas une loupe, là. Je fais une ligne droite quand ça ne me tente plus, ou quand je sens que bientôt ça ne me tente plus, je reviens. Et le fait que j'étais toute seule, que j'étais une femme, j'ai trouvé que les autos ont été très respectueux. Je pense qu'ils se sentaient très mal que j'étais pognée sous la pluie avec mon vélo. Ils me laissaient beaucoup d'espace. Ils m'arrosaient pas. Je me suis pas fait klaxonner, je me suis pas fait crier après. Personne qui m'a envoyé le doigt d'honneur. Fait que ça m'a permis de, tout d'un coup, que je commence une course et puis que là, la météo est super belle. Et que là, il y a comme une méga averse qui était pas prévue. Là, je suis dans la course, là, je peux toujours arrêter, mais c'est bon d'avoir de l'expérience de what if. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un imprévu? Donc, j'ai réussi à me sortir de ma zone de confort en roulant sous la pluie, mais avec mes règles à moi. Et parlant de règles, en arrivant à la maison, j'ai eu mes règles et je comprenais aussi pourquoi j'étais toujours... c'était pas pessimiste, mais c'était... J'étais vraiment très réaliste. Et quand on est en sport d'endurance, souvent les gens sont irréalistes. On fait des choses qui sont illogiques. Et là, j'étais très comme pragmatique. Je me disais, pourquoi et comment? Je me posais beaucoup de questions. Donc, ça a été une journée avec moins de volume cette journée-là, mais quand même, dans mes échappées de 30 secondes aussi, là, j'ai eu des records personnels. Je réussissais à rattraper ma coéquipière lorsqu'elle faisait une échappée. Donc ça voulait dire que quand même, j'étais capable de matcher mon adversaire. Mais là, on est dans la même équipe, mais dans ce contexte-là, c'était comme si c'était mon adversaire. Et puis, j'ai roulé sous la pluie et rien de mal s'est passé. Donc là, on arrive dans les préparatifs de la dernière journée. La dernière journée, c'était assez épeurant. Parce qu'il y avait juste un programme pour les hommes. Dans le sens que, au programme, c'était 130 km. Avec une simulation de course d'1 heure dans le milieu de ça. Donc, on se réchauffe, simulation de course pendant 1 heure, et dans le fond, cool down, et on revient. Sauf que 130 km, là, c'est pas de la petite bière, là, 130 km. Puis il y avait aucune des filles qui avait comme soulevé, parce que les hommes, ils ont des distances différentes des femmes lors des courses. Donc, par exemple, notre première course, je pense que la distance pour les hommes, c'était comme 110 km, et nous, c'était 67. Donc, 6-7, 67. C'est vraiment une grande différence, là. Il faut adapter l'entraînement selon les genres. Donc, tu sais, moi, je me sens pas trop comme une femme, là, ça on en a déjà parlé, mais en tout cas, je sais que, tu sais, j'ai mes règles, puis j'ai des hormones féminines. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, cette soirée-là, je me suis assise avec comme 2 des organisateurs, puis là, j'ai dit, est-ce qu'on va vraiment faire 130 km demain? Puis là, en plus, il y avait des averses, puis de la pluie, puis il allait faire 5 degrés, puis ça allait être terrible, dans les conditions. Puis eux, ils étaient comme, ouais, on va faire ça, puis, tu sais, ça va être comme un... Tout le monde va le plus vite possible dans la course, puis j'étais comme... OK, mais comme, moi, j'ai fait une fois dans ma vie 120 km, puis ça fait 3 ans de ça. Et j'ai fait
une fois, genre, 100 km depuis, puis toutes les autres, c'était des distances plus courtes. Donc là, moi, je me sentais pas en shape pour faire un 130 km avec une simulation de course dans le milieu de tout ça. Faire une très très longue distance en zone 2, et ma zone 2, pas leur zone 2, ça irait peut-être, mais peut-être pas pour 130 km maintenant, à la fin de la saison, pas de problème. Donc, puis là, pendant que je parlais de ça, tu sais, je venais juste d'avoir mes règles, puis là, je pleurais. Mais je pleurais vraiment comme un genre de... incontrôlablement, là. C'était comme la fatigue, c'était les hormones. Puis là, toutes les autres filles qui étaient comme... Nous, on se sent toutes comme ça aussi, là. On peut-tu avoir un parcours... Fait que là, ils ont fait un autre parcours pour nous. C'était de 75 km et ça a été bien en masse. On était toutes explosées à la fin. Parce qu'il faut pas minimiser l'effort de la simulation de course en plein milieu. C'est pas 75 km à regarder les champs et prendre quelques bleuets. Tu sais, c'est comme... Déjà, le warm-up et le cool-down, il est trop vite. Puis la course, c'était complètement taxant. Il s'est mis à faire un gros soleil juste pendant qu'on faisait la simulation en plus. Donc, on était vraiment habillés assez chaudement parce qu'il faisait très froid. Fait que là, il y a de la sudation. Puis là, après ça, il a fait extrêmement chaud pendant qu'on avait notre course. Et puis là, il y a eu la grêle à notre retour. C'était complètement fou. Complètement fou. Et puis moi, il fallait que je sois à McGill en soirée après tout ça pour juger des examens. Donc, je suis très contente d'avoir pleuré et d'avoir fait entendre mon point qui a été super bien reçu, là. Je pense qu'il y avait juste pas pensé à... On devrait faire une autre distance pour les filles, hein? Voilà. Fait que... Et puis là, une semaine plus tard, on a une semaine pour récupérer parce que... Puis on s'entraîne, là, pendant toute la semaine, bien sûr, de façon modérée. Et puis là, on a notre première course. Ça s'appelle... le Grand Prix de Bois-Franc, quelque chose comme ça, à Delson, qui est sur la rive sud de Montréal. Et puis, c'était une journée très froide. Il faisait, je pense, 6 degrés. Donc, on avait déjà roulé dans cette température. On s'est mis sur la ligne de départ et... ça a été très rapide, le départ. J'ai réussi à m'accrocher pendant 10 minutes au peloton, comme au premier peloton. Et puis ça, c'était au-delà de mes attentes parce que les courses au Québec ils sont comme famous pour partir beaucoup trop vite. Donc, tu sais, qu'est-ce que je vous disais tantôt, là, que moi, j'ai besoin d'un bon réchauffement, ben, je m'étais réchauffée. Parce que les courses, quand ça part, ça part. Donc, j'ai tenu 10 minutes. Et puis moi, là, où est-ce qu'il faut que je travaille vraiment mes faiblesses, c'est les virages. Donc, dans les virages, je perds énormément d'accélération. Et puis là, il faut que je joue un peu comme à l'élastique, à retrouver le peloton, puis ça me demande trop d'efforts. Et puis là, ben, c'est ça, je suis pas capable de rattraper là, à partir d'un certain moment parce que je perds trop de vitesse gratuite, dans le fond. Dans les virages, il faut juste... c'est ça, il faut que je travaille de mettre mon poids sur le pied extérieur, dans le fond, le pied à l'opposé de la direction dans laquelle je vais. Et il faudrait aussi que je sois comme plus aéro, plus penchée, mais là, moi, tu sais, je mets mes mains proches des breaks, juste au cas, plus proche des freins, parce que j'ai encore peur. Et donc, je me suis accrochée le plus longtemps possible, puis quand j'ai décroché, ben, il n'y avait rien à faire. Le peloton, c'est comme un train. T'as manqué le train, mais tu l'as manqué. Il est parti. C'est ça. Puis j'ai travaillé avec une dame qui avait 15 ans d'expérience. Donc, c'est quelqu'un qui était dans ma catégorie, dans les maîtres. Et parce qu'on part avec les juniors, on part avec les seniors et les maîtres. Donc, toutes les femmes dans la même bouette au début. Fait que déjà, ça, c'est un peu problématique aussi. Mais je me suis accrochée le plus longtemps possible. Puis là, j'ai travaillé avec cette dame, cette grande dame. Et on se faisait des relais. Là, à chaque 0.5 km, on faisait un relais. Let's go, let's go! Il y avait énormément de vent, puis aussi des vents de côté. Donc ça, là, ça te pousse comme... C'est quand même un peu dangereux.
Puis il y avait des nids de poules sans fin. Là. C'était vraiment des trous et des trous. Donc, je suis allée le plus vite que je pouvais. J'ai eu un record de watts, dans le fond, de puissance sur cette distance-là. Puis, à un moment donné, je sentais que ma petite madame à côté de moi, elle perdait un peu de puissance, justement. Puis là, ben, on commençait à parler, puis je me suis rendu compte, là, wow, je suis plus dans un rythme de course, là, je suis dans un rythme de coffee ride. Fait que je me suis sentie un petit peu mal, mais moi, j'ai pas accéléré ou rien, c'est juste j'ai pris un virage, puis à la fin du virage, je me suis rendu compte qu'elle était plus derrière moi. Je l'avais déjà comme vraiment dépassée, puis je pense qu'il fallait faire comme plusieurs boucles. Donc, on a fait comme 2 boucles ensemble. Je pense qu'il fallait en faire 6. Puis elle, après 3 ou 4, elle a abandonné la course. Donc, je l'ai plus revue jusqu'à la toute fin. Et donc là, j'ai fini ma course chez les maîtres. Je suis arrivée 3e. Donc, j'ai ma petite médaille ici, que je vais troquer mon Sophie Scarf pour ma médaille. Voilà. Et ça n'a tellement pas rapport. Mais c'est ça. Là, moi, quand je suis arrivée, j'avais une coéquipière qui avait abandonné parce qu'elle avait trop mal comme à l'intérieur du naine. Puis après ça, j'avais une coéquipière qui est une de nos plus fortes dans l'équipe qui a eu un crash. Donc, elle a vraiment fait une chute. Et la personne derrière elle s'est cassé le bras. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment terrifiant. Tu sais, comme quand quelqu'un, Magali, qui est une autre de mes coéquipières, quand elle me dit comme cette personne-là, elle a crashé, je me suis comme mis à pleurer tout de suite. Ça m'a vraiment comme pris par les émotions. J'étais complètement inquiète, mais elle a dit, mais ça va vraiment bien, elle est correcte. Mais c'est ça, la personne derrière elle, elle s'est cassé le bras, puis ça m'a complètement perturbée. Puis là, je questionne vraiment mes choix de vie. Parce que là, tu sais, j'ai l'impression... Tu sais, je joue très safe, puis tu sais, j'ai réussi à avoir accès à un podium, j'ai fini ma course, tu sais, je me dépasse, j'ai des records personnels, tu sais, ça va bien. Mais c'est pas sans risque. Donc là, écoutez, je me suis inscrite à un demi-Ironman, qui est dans 2 mois, et j'ai pas nagé, j'ai pas couru depuis novembre. Donc là, hier, je me suis assise et j'ai comme mixé, parce que le 6 octobre, je pense que c'est le 6 octobre ou dans cette fin de semaine-là, j'ai mon premier marathon, qui est le Petit Train du Nord. Donc là, j'ai pris le programme sur 4 mois, que je commencerai 2 semaines après le demi-Ironman. Donc, ça me donnerait comme 2 semaines que je peux faire juste de l'entraînement non structuré, ce que je veux, pendant 2 semaines. Et puis là, il me reste 8 semaines pour comme me remettre dans un rythme de triathlon. Donc, c'est sûr que j'en ai déjà fait 2 auparavant, donc je pars pas là, du divan jusqu'à... je pars pas d'ici à comme un demi-Ironman, là. J'en ai déjà fait 2. J'ai nagé quand même régulièrement pendant 2 ans jusqu'en novembre, malgré que c'est ma discipline la plus récente. Je pense que si je vais 2-3 fois par semaine, ça peut bien se faire. Le vélo, ben là, c'est la discipline qui est un peu la plus importante parce que c'est là que tu peux vraiment gagner de la vitesse puis faire un bon temps. Et puis là, la course, ben de toute façon, il faut que je recommence à courir pour mon marathon. Fait que là, j'ai comme mixé 3 programmes en un pour me faire une périodisation qui a du bon sens, qui peut être consolidée avec ma vie familiale, ma vie professionnelle. Puis, fait que je sais pas trop de quoi ça va avoir de l'air mon été au niveau comme du cyclisme sur route puis des courtes distances, parce que je pense que je vais toujours vouloir me distancer du peloton de tête. Je me vois pas être bien dans cette situation-là. Puis je trouve ça beau aussi, comme que j'écoute mes limites, puis que j'ai des limitations, tu sais, j'ai des restrictions par rapport à mon travail. Donc, moi, ça me fait plaisir de le faire un peu comme en time trial, de faire comme je fais cette distance-là, un peu à l'écart, je vais le plus vite que je peux. Tu sais, il y a d'autres épreuves qui vont être plus longues. Par exemple, dans Charlevoix, il y a des grandes courses en Montérégie, à Yamaska. Je vais peut-être me concentrer sur les courses qui sont plus longues. Comme ça, on n'est pas toutes serrées sur une petite loupe à comme
tout le temps se retrouver, puis d'être avec les hommes en même temps que les femmes, puis les jeunes, puis les vieux, puis tu sais, ça fait peu d'espace pour beaucoup de gens là, qui vont très vite. Fait que je suis contente d'être allée à cette première course parce que déjà, il y a moins de monde aussi dans les premières courses, mais aussi les gens, ils roulent un peu n'importe comment parce que tout le monde sort. Puis moi, je suis aussi coupable de ça. Tout le monde sort de leur vélo extérieur, puis là, tu sais, on se sent tout awkward, puis on sait plus comment manœuvrer notre vélo. Fait que là, je suis comme un peu mi-figue, mi-raisin, tu sais. J'ai adoré mon camp d'entraînement, j'adore mon équipe, j'adore mes coéquipiers, j'adore me dépasser à vélo, j'adore travailler sur mes faiblesses, j'aime ça faire des rides tranquilles, c'est toujours là pour moi si c'est ça que je veux faire. Mais je veux pas mettre ma vie en danger, mettons. Donc, c'est le gros update sport de cet épisode. Je pense que j'avais beaucoup de choses à vous dire, puis j'avais besoin de temps pour avoir un peu de recul, dans le fond. Je pense que si j'avais filmé ça tout de suite après mon camp d'entraînement, là, ça aurait été complètement un autre rapport à ça. Et tout de suite après la course aussi, je pense que l'adrénaline joue pour beaucoup. Puis là, maintenant que tout ça a retombé, mais là, je me sens plus aiguisée, comme je sais un peu plus quoi faire. Fait que là, j'ai 8 semaines avant mon demi-Ironman. Je vais m'amuser avec ça. Je le fais vraiment en mode participant, en mode je veux le finir. Je l'ai déjà fait. Je veux revoir ces paysages. C'était tellement beau, Mont-Tremblant, là, pour vrai. Le parcours à vélo, j'avais pleuré tellement que je trouvais ça beau. Ça va vraiment dans l'univers Viola Borealis, là, de pleurer sur son vélo parce qu'on est trop touché par les arbres. Puis ça continue de m'inspirer artistiquement, toutes ces aventures-là. Fait que, et ça m'aide aussi dans ma santé mentale d'être active puis de vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Là. Ça m'a beaucoup aidé ces dernières années. Donc, c'est un peu dangereux parce que le plus que j'en fais, le plus que j'ai besoin d'en faire. Fait que je sais pas à quoi ça va mener tout ça. Là. Mais pour l'instant, ça va. Donc, écoutez, je vais continuer de travailler sur mon cardigan clair de lune. Et puis, on se tient au courant des développements de tout ça bientôt. Pour m'aider à me motiver à retourner à la piscine, pouvez-vous m'envoyer des emojis de poissons, de petits nageurs, de vagues d'eau, de n'importe quoi d'aquatique. Donc, ça ferait bien gros mon bonheur. Et puis, je vous mets ça sur YouTube le plus rapidement possible. Merci de votre écoute et à bientôt!